avec une longue expérience malgré votre jeune âge de l'Asie. Alexandre, après des études de chinois, vous avez été en poste dans des alliances françaises. Il n'y a rien. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, ce sera avec plaisir. Donc, vous avez été en poste dans des alliances françaises en Chine, c'est bien ça? Ouais, dans ma vie, bonjour tout le monde. Dans ma vie, j'ai fait n'importe quoi. J'ai regardé quelle était ma meilleure note au bac. C'était le chinois, j'avais 16, donc j'ai fait du chinois. Sans penser que l'avenir des gens qui faisaient du chinois à l'époque, c'était sans doute vendre des chaudières. Donc du coup, j'ai fait des études de chinois et je me suis retrouvé à faire un stage à 20 ans, mon premier grand voyage à l'étranger, un stage de contrôle de qualité où j'ai contrôlé des cotons-tiges, des cuillères, des cure-dents. Et du coup, après, je me suis dit, c'est pas vraiment ça que je veux faire dans ma vie. Mais quel dommage! C'était bien parti pourtant! Et donc du coup, je me suis réorienté vers la culture. Alors, vous êtes l'auteur du très remarqué Chronique d'une station-service qui a obtenu un très grand succès, qui a été un roman vraiment feu d'artifice, je dois dire, pour un premier roman. C'est une sorte de voyage immobile. Ensuite, vous avez publié un roman, enfin un documentaire, on en parle en même temps, un documentaire sur le pré-Covid à Wuhan. Et enfin, vous êtes passé plus dans une veine familiale avec l'hilarant Wonderland. Vous êtes à la poursuite d'un frère un peu frappadingue. Et là, vous arrivez avec le nouveau roman dont on va parler aujourd'hui. En fait, j'ai commencé effectivement avec la station-service et avec, parce qu'en fait là, on a nommé cette rencontre écrivain-voyageur, mais moi je suis spécialiste au départ du voyage immobile. Parce que l'histoire de Chronique de station-service, c'est l'histoire d'un pompiste qui observe le monde, un monde qu'il ne comprend pas depuis sa station-service. Le roman se passe entièrement dans la station-service et c'est l'ordinaire, extraordinaire du quotidien de ce pompiste. Mais après, en fait, je voulais réinvestir des non-lieux, des lieux, mais mon frère est allé en prison. Juste quand j'ai fini Chronique d'une station-service, il est retourné en prison. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc, ça a donné lieu à Wonderland. Mais ensuite, j'ai été nommé à Wuhan en 2019. Mais Wuhan, c'est la ville où le virus est né. Du coup, j'ai aussi fait un livre sur Wuhan. En fait, c'est comme si j'étais percuté non pas par un voyage, mais par le réel. Et après, j'ai ma compagne qui me dit qu'elle a un oncle congelé. Donc ça faisait 7 ans qu'on était ensemble et elle m'a raconté, en tartinant sa biscotte, ouais, qu'elle avait un oncle congelé qui était mort congelé dans les années 70 à Toronto. Voilà, donc du coup je suis parti j'ai enquêté. Mais c'est presque malgré moi en fait. Wuhan, c'est-à-dire ce qui a suivi la station-service, c'est vraiment malgré moi. Je vais présenter quand même Nicolas Idier, qui est aussi un des grands spécialistes de l'Extrême-Orient. Vous êtes chercheur associé à la Sorbonne, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et vous faites tellement de choses que je me suis un peu perdue dans votre moi CV aussi. qui fait c'est normal. 17 pages et demie. 17 pages et demie, oui. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va bien se passer. En tout cas, vous êtes auteur de 5 ouvrages et qui tous gravitent autour de votre expérience de l'Asie. Vous avez vécu longtemps en Chine puis en Inde. Oui, tout à fait, oui. Oui, en fait, je sais pas, dans les villes de moins de 30 millions d'habitants, je me dis qu'il y a un problème. D'accord, donc là vous vous sentez mal? Oui, assez mal, oui. Je dois dire que La Rochelle, c'est pas... Bah, on arrive, c'est un peu spécial, hein. Il y a des bateaux, non, c'est bizarre, ouais. Vous allez vous y faire. Bon, vous avez tous les deux en commun d'avoir vécu... Alors moi je voulais qu'on parle quand même de la Chine, parce que vous avez quand même... Ah non. Non. Parlons de La Rochelle. Non mais littérature de voyage, c'est plus La Rochelle que la Chine quand même.
Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes dans cette salle qui ont vécu en Chine ou qui parlent chinois. Ça vous surprendrait. Si je demandais tous ceux qui parlent chinois lèvent le doigt ou qui y sont passés, ça va vous faire tout drôle. On est quand même un port ouvert sur l'international. Enfin, voilà, c'est pas n'importe quoi La Rochelle, c'est pas juste 2 tours. Hein. Il y a des tours. Je vais vous remettre en place vite fait. J'ai pas vu les tours. Ils sont où les tours? Vous n'avez pas vu les tours. On va vous les montrer. Bon, si, moi je voulais vous demander quand même un petit peu quel est votre regard aujourd'hui sur ce pays quand même que vous connaissez tous les deux. Mon regard sur la Chine, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, c'est pas mon regard. Comment dire? En tout cas, j'ai essayé d'écrire sur 2 livres consacrés à la Chine. Le premier qui s'appelle La musique des pierres et le second qui s'appelle Nouvelle jeunesse. Pour parler, pour faire des portraits d'artistes ou de jeunes artistes, poètes, arts plastiques, musiciens, et pour montrer en fait que c'est toujours la même chose quand on voit des grands pays, on se dit toujours qu'ils sont gigantesques et on a du mal à faire un focus sur les individualités. Donc moi, si vous voulez, la Chine en tant que telle, je n'ai pas vraiment de regard précis, mais en revanche, ce que je sais, c'est que c'est un pays qui est habité par des gens comme vous, comme moi, qui ont envie d'exister en tant qu'individus. Et donc voilà, pour moi la Chine, c'est avant tout des individus, avant d'être un régime, avant d'être un parti politique, avant d'être un pays qui maltraite une partie de sa population. C'est des individus qui font bon an, mal an, le maximum pour vivre. Ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Et vous, Alexandre? Nous avons une vision opposée. Non, mais après, je comprends ce que voulait dire Nicolas sur La Rochelle. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, moi, il me suffit d'un bar PMU pour voyager, en fait. Donc, c'est-à-dire que le voyage est partout. Donc, moi, par exemple, là, je reviens des Landes, où j'ai fait une session, un stade, un bar PMU, dans un cercle même. Voilà. Mais sinon, en fait, moi, on n'a pas la même expérience. Moi, j'ai vécu le pire de la Chine. 2 fois, c'est-à-dire une fois en faisant un stage de contrôle qualité dans les usines à travers tout le pays, ça c'est de Shenzhen et ça c'est dans les fin des années 90, donc c'était en 96-97, et du coup j'ai voyagé d'usine en usine pour contrôler la qualité des produits, et j'ai vu les conditions dans lesquelles les produits que nous achetions au supermarché, comment ils étaient fabriqués, comment le coton-tige était trafiqué pour que le coton soit un peu plus blanc, comment les usines employaient du laissant aux milieux toxiques. Donc j'ai vu ça en 96, et c'est vraiment mon premier voyage. En fait. C'est-à-dire que je passe des Landes, parce que je suis originaire des Landes, à la Chine où je me prends une claque monumentale, déjà avec les usines, parce que mon patron m'avait donné pour mission de contrôler les produits, mais je n'arrive jamais à contrôler un seul produit, parce que les patrons me trouvent des stratagèmes pour que je ne les vois pas. Donc je vois le pire de la mondialisation, et je vois le pire de ce dogme dans lequel qui infuse le monde, qui est la productivité. Et la productivité, c'est en toute irresponsabilité des entreprises françaises ou occidentales qui font fabriquer des produits, ça peut être des casseroles, ou des œufs de Pâques, sans regarder combien de temps les adolescents travaillent. Donc c'est du 7 jours sur 7, c'est du 13 heures par jour minimum. Donc je vois ça. Et après, effectivement, moi je rejoins Nicolas sur où il ne faut pas faire d'amalgame entre la population et le régime, mais de toute façon, le régime, il est ambivalent, il est ambigu, il est communiste, il est dictatorial et libéral, donc il est lancé dans un libéralisme pour moi effréné. Mais ce que je vois dans la fin des années 90, et le pire, la deuxième claque que je me prends, c'est en y retournant en 2019, j'y retourne, moi, 3 mois avant le début de la pandémie. Donc j'ai vécu 3 ans, entre 2019 et 2023, où je vois le régime, alors les Chinois, la population, je l'adore, ils sont adorables, mais le régime, sans discernement, moi j'ai passé en 4 ans, j'ai fait 155 jours de quarantaine. Parce qu'en fait, si la politique zéro Covid, comme il appelait là-bas, c'était enfermer des gens parce qu'il y avait un cas contact, d'un cas contact, d'un cas contact. J'ai vécu ça pendant 4 ans.
j'ai vécu aussi, parce que je m'intéresse beaucoup à la communauté homosexuelle et la communauté queer, j'ai vécu aussi on ne peut pas parler de répression, mais des mesures d'intimidation vis-à-vis de ces communautés-là, mais aussi vis-à-vis des universitaires, je faisais de la promotion de la culture française aussi, la culture étrangère, en Chine, elle est contrôlée. C'est-à-dire, par exemple, on m'avait demandé, j'ai fait à peu près, parce que je travaillais là-bas dans le domaine culturel, j'ai fait à peu près 80 événements, et sur les 80, il y en a 30%, 100% ont été censurés, un petit peu de 10 à 30%, et 20% étaient totalement censurés. Donc moi, j'ai une approche un peu différente. Après, c'est vrai que Nicolas est plutôt une approche d'érudit, parce que toi, tu as étudié, t'as fait aussi un livre qui s'appelle Shanghai, une compilation aussi de... Donc tu es dans l'histoire, tu es dans la littérature, tu es dans la poésie aussi chinoise, en fait. C'est aussi ton approche. Oui, non. Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de voir un pays de la manière la plus complète possible. Faut tout regarder quand on voyage dans un pays ou quand on s'intéresse à quelque chose. Il faut regarder, faut vraiment entrer dans le détail. Il faut entrer dans le détail et puis il faut parler aux gens. Ce qu'Alexandre n'a pas dit, mais c'est qu'il faut aussi parler chinois. Enfin, ce que vous avez dit tout à l'heure en disant qu'il y a beaucoup de gens peut-être ici qui parlaient chinois. Je pense que pendant très longtemps, les voyageurs occidentaux en Chine faisaient l'économie de l'apprentissage de la langue chinoise. Donc on a eu un moment tout un art littéraire autour de la Chine, mais où la Chine était vécue plus comme une sorte d'exotisme, voilà. Et c'est intéressant. Mais aujourd'hui, on renoue peut-être aussi avec un vrai désir de connaissance qui passe déjà par l'imaginaire. Je pense que vraiment la Chine a besoin d'être analysée objectivement, mais elle a aussi besoin d'imaginaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc il faut que l'imagination extrapole, il faut deviner un certain nombre de choses. Donc il y a vraiment besoin de l'imaginaire, il y a besoin de la preuve, c'est-à-dire la preuve c'est la sociologie, c'est les sciences politiques, c'est les sciences humaines qui doivent en effet continuer à s'intéresser à la Chine. Et puis après il y a besoin de la langue. L'apprentissage de la langue chinoise. Et je pense que sincèrement, encore une fois, il y a à peu près un an, on était tous les deux à Pékin en pleine nuit. Les discussions qu'on a eues avec des jeunes Chinois à ce moment-là n'auraient juste pas été possibles en anglais, n'auraient pas été possibles encore moins en français. D'ailleurs, la question que je voulais vous poser, c'est, on était parti sur ce thème des écrivains voyageurs. C'est vrai que vous êtes la Chine, la Corée du Sud pour vous, voire le Canada, la Chine, l'Inde, peut-être encore d'autres pays. Mais je me demandais si plutôt que des écrivains voyageurs, vous n'étiez pas plutôt un autre type d'écrivains, c'est-à-dire vous êtes plus au fond des expatriés, des exilés, voire des déracinés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement passé en voyage dans ces pays, vous les avez véritablement habités, d'une part, et vous soulignez à l'instant, parce que vous parlez la langue, et parce que vous pouvez avoir avec la population locale une relation que n'aura jamais un touriste aussi bien intentionné soit-il. Celui qui ne fait que passer pour regarder les merveilles architecturales ou naturelles, n'a pas du tout le même regard que vous avez pu avoir l'un et l'autre parce que vous avez vécu là-bas. Donc je voulais vous demander comment est-ce que ça change l'homme et l'écrivain d'avoir été cet exilé, hein, cette apatride, vous avez vraiment vécu comme des Chinois, ou comme des Indiens que vous étiez en Inde. Après, je donnerai le micro à Alexandre. Je pense qu'il faut quand même faire attention aux mots. On n'est pas apatride, on reste comment dire, détenteur d'un passeport, en plus dans des conditions plutôt bonnes. On n'est pas des exilés non plus, parce qu'on n'a pas été forcés en dehors de notre pays. On connaît les exilés, les grandes voies de l'exil, les grandes voies apatrides. Notre expérience est très différente. Là où vous avez raison, en revanche, c'est que le temps de l'écriture, tel que, en tout cas je le vois dans les livres d'Alexandre, et tel que je l'expérimente avec les miens, c'est un temps long. C'est-à-dire qu'on n'est pas des journalistes. On a besoin, même s'il y a une dimension enquête, on a besoin, ou alors on est des journalistes, mais en, comment dire, je sais plus
comment ça s'appelle, des reporters permanents, enfin des envoyés permanents. On a besoin d'être longtemps quelque part pour s'en imprégner. C'est pas du tout des carnets de voyage. Voilà, voilà. C'est vraiment autre chose. Alors, alors expatrié non, parce que l'image de l'expatrié que j'ai et que j'ai côtoyé notamment quand j'étais en Chine, c'était l'image de l'expatrié qui s'intéresse absolument pas au pays dans lequel il est. Donc expatrié non, déraciné oui. Je suis déraciné d'autant plus, je le rappelle, je viens des Landes, que j'ai fui. Mon premier grand voyage, j'ai fui les Landes à 20 ans, et ensuite je suis resté en Chine, j'ai à peu près, je crois que j'ai vécu 10 ans ou 12 ans en Chine au total en fait. Mais c'est pas un désir d'exil, c'est pas non plus, on m'a pas mis à la porte, c'est un désir de fuir en fait. Moi, le voyage vient d'une fuite, la fuite de ma famille. Une fuite consciente, conscientisée, pas conscientisée, en tout cas je m'en suis rendu compte tardivement en fait. Donc, moi oui, ce voyage-là, cette Chine m'a permis de fuir, de fuir mon territoire natal. Après, oui, bah, parler la langue, c'est-à-dire, toi tu cherchais peut-être le mot infiltré en fait. Donc c'est les journalistes embarqués en fait, peut-être. Oui. Mais mais ça c'est moi j'adore François Julien, contrairement aux autres sinologues, qui a fait des livres que je trouve assez magnifiques sur le décentrement. Mais c'est pas seulement ça en fait, c'est-à-dire une autre culture permet de nous décentrer et de mieux réfléchir et de mieux apprécier, appréhender notre culture. Alors il y avait ce désir quand j'étais jeune, et j'en suis un peu revenu en fait de ce désir-là. C'est vraiment plus un écrivain et quelque part, oui, à moitié un sociologue, à moitié un ivrogne, à moitié un anthropologue, à moitié un entomologiste, et du coup, j'observe en fait. C'est plutôt un voyage écrivain-observeur. Alors oui, à tout ça, mais j'ajouterais, et je pense qu'on n'est pas que deux à pratiquer ça, mais on est aussi, c'est pas de l'écriture de voyage, parce que l'écriture de voyage m'a toujours donné l'impression qu'on traverse les pays et les vies des gens, et que finalement on reste quand même largement extérieur. Dans les livres, dans le dernier livre d'Alexandre par exemple, il y a une dimension intime qui est très forte. Enfin, je veux dire, c'est une recherche familiale. C'était le point commun. Voilà. C'est pas du tout, quand je dis, c'est pas des carnets de voyage, c'est pas des gens qui survolent, qui admirent, c'est des gens qui vivent véritablement dans la réalité. Voilà. Et je dirais qu'il y a une mise en danger de soi-même. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans La Tanière du Tigre, qui est donc 4 ans en Inde, mais 4 ans avec une figure qui est celle d'Arundhati Roy, une très grande romancière, et qui étant dans l'opposition politique la plus forte, la fréquenter n'est pas sans danger. Il y a des dangers à fréquenter Arundhati Roy. Elle est sur la liste noire du gouvernement nationaliste actuellement, enfin depuis 2014 au pouvoir. Donc il faut se laisser atteindre. Il faut se laisser atteindre, et je pense que l'écriture devient intéressante aussi parce qu'on se fait atteindre. Et donc, c'est un voyage, en effet, on est à la fois infiltré, mais aussi on se met quand même beaucoup en danger, on se met un peu à nu. Et je pense que si on revient à la Chine et en écoutant Alexandre qui a fui sa famille et son origine sociale, c'est aussi parce que c'est vrai que c'est des pays, la Chine, où on peut quand même se perdre. On peut se perdre soi-même, on peut aussi se réinventer. Moi, je l'ai vécu aussi, en effet, de mes années. Je suis arrivé en Chine, j'avais 20 ans. Brusquement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut tout réinventer. C'est comme s'il y avait un bouton sur lequel on appuyait. Pour le prix d'un billet d'avion, on pouvait redevenir exactement ce qu'on voulait être. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une famille, quand on a les... Enfin voilà, quand on a... vous allez me dire, vous venez d'où? Moi je viens de Montpellier, par exemple. Ah, Montpellier, ah, ça fait penser à ci, ça... C'est tout de suite, je colle une identité. En Chine, oui, on est français, on est européen, mais mis à part ça, on est noyé. Alors, ça me permet de vous poser cette question. Comment vous comprenez le titre, là, Dans la tanière du tigre? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça éclaire beaucoup votre roman. Oui, alors du coup, j'ai préparé et je vous conseille vraiment le dernier livre d'Arundhati Roy qui s'appelle « Aucun d'entre vous ne doit prétendre qu'il ne savait pas ».
qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Et en fait, je suis tombé, moi-même je me suis longtemps demandé qu'est-ce que c'était que ce titre. Et à la dernière page de son livre, j'ai enfin trouvé la réponse que je vous lis très rapidement. Voilà. Voilà ce que j'ai écrit. Aimer, être aimé. Ne jamais perdre de vue sa propre insignifiance. Ne jamais s'habituer à la violence sans bornes et aux flagrantes disparités du monde où nous vivons. Chercher la joie dans les endroits les plus tristes. Traquer le beau dans sa tanière. Ne jamais simplifier ce qui est compliqué, ni compliquer ce qui est simple. Respecter la force, mais surtout pas le pouvoir. Par-dessus tout, être aux aguets, essayer de comprendre, ne jamais détourner les yeux, et ne jamais, surtout, ne jamais oublier. Voilà, pour moi c'est ça, un petit. Jamais quoi? Oublier. Ce que tu fais aussi, Alexandre, avec ton livre, ne jamais oublier. Oui, mais c'est un long chemin, parce qu'en fait, j'ai fait longtemps un déni de ma famille, un déni des Landes, un déni de mes origines, et effectivement, le fait d'écrire. Déjà, je voudrais revenir sur le voyage, en fait. Le voyage, pour moi, n'a rien de mystique ni de lyrique. Quand j'essaie d'être... Enfin, j'ai jamais voulu écrire sur les pays dans lesquels j'errais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel, c'est la modernité, c'est le contemporain, c'est ce que ce réel-là, par exemple en Chine ou en Corée du Sud ou alors au Canada, peut dire sur une mémoire effacée, oubliée, sur des dénis personnels, un cheminement personnel qui n'a pas été fait ou qui est en cours, et aussi qu'est-ce qu'il peut dire du monde et aussi de nous, en fait. Voilà. Et Colcaise, si Chronique d'une station-service c'était un jeu littéraire où je me suis amusé à écrire en fragments, c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi ne pas investir un genre que je déteste, qui est l'autofiction. L'autofiction, c'est-à-dire repartir sur ses propres démons, et c'est ce que j'avais fait avec Wonderland, mon précédent. Là, c'était, je repars dans les Landes, à l'emprisonnement de mon frère, pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce que mes parents, psy et hippies, ont caché. Du coup, c'est à travers c'est presque le voyage du retour en fait. C'est comme Jean-Paul Kaufmann l'avait écrit à la maison du retour. Moi, c'était effectivement la mémoire de retour en fait, qui, en arpentant à nouveau les Landes, c'est les souvenirs que j'avais oubliés qui ressurgissent et qui m'ont donné lieu à un livre. Et je vais chasser mes propres démons, mes propres fantômes. Avec Cold Case, je pars sur les traces non pas de mes propres fantômes, mais des fantômes de la famille de ma compagne qui est coréenne et dont le père et le frère sont partis, et les frères sont partis ils sont partis à Toronto pour fuir la misère et la dictature qui sévissait à l'époque en Corée du Sud, et du coup c'est un exil raté, foiré, foireux, et en même temps qui devient une honte, puisque l'oncle meurt, et le père est rapatrié en urgence, et il commence à dérailler. Oui, d'accord. Et du coup, cette dimension, en fait, j'aime bien chasser les fantômes. Voilà. Et c'est plus l'oubli, oui, et les fantômes aussi, en fait. C'est l'oubli et les fantômes. Alors, il y a les fantômes et puis il y a le chaos. Parce que je voulais parler de ça. Nicolas, quand tu arrives en Inde, tu es complètement sidéré, ça te rend d'ailleurs à moitié malade. Hein. Je pense que tu passes du temps dans une chambre d'hôtel véritablement malade. Alors on pourrait penser qu'arrivant de Chine, l'Inde va vraiment surprendre. Ben si, c'est un choc total. C'est le chaos, les tourbillons. Était très perplexe et tu vis pas très bien cette entrée dans le paysage interne. Alors je voulais qu'on lise page 41, le passage où tu arrives à New Delhi et où tu découvres ce bouillonnement incroyable qui te saisit. Mes premières sorties dans la ville furent des fiascos. Impossible d'avaler quoi que ce soit dans les restaurants, ni de suivre une conversation. J'avais les yeux ensanglantés par la poussière et des pics de fièvre obligés à m'accoler du tramway, même le plus sale des murs. Tout m'était agression.
les immeubles luisants de Grèce recouverts de panneaux publicitaires flambant neufs, l'apostrophe des rickshaws suivie de longs jets de salive rougie par le bétel, la dureté des regards allumés par la chaleur, les embouteillages inextricables où se répondent les coups de klaxon, comme autant d'échos dans un canyon de ferraille, les chiens galeux qui surgissent de nulle part, les portraits d'assassins et de leurs victimes placardés au mur des postes de police à l'entrée des marchés. La condition humaine semble s'être rassemblée ici en représentation syndicale. Exode rural, maladies infectieuses et virales, famine et malnutrition, réfugiés des pays en guerre, réfugiés climatiques, réfugiés de la misère. Cette ville est une éponge pleine dans un évier bouché. Elle sointe de toutes parts. Alors, vous voyez, on ne voyait pas tout à fait l'Inde comme ça, c'est extrêmement surprenant. C'était une belle lecture de cette ville apocalyptique. Hein. Alors, petit à petit, quand même, vous allez vous laisser gagner par la poésie de l'Inde, qui va vous gagner presque malgré vous. Comment ça fonctionne? Finalement, ce charme qui va vous, toucher. Oui, alors vraiment l'autrice de bande dessinée, enfin du roman graphique juste avant, L'anatomie d'un cœur, a pointé quand même de manière assez belle et je pense très forte l'importance du corps. Écrire, c'est écrire avec son corps. Et c'est vrai que le corps qui est le mien a beaucoup souffert de l'arrivée en Inde. Il y a eu une intériorisation de tout ce qui n'allait pas et je l'ai vraiment vécu dans mon corps. Dans mon cœur, mais aussi dans mes poumons, enfin, voilà, dans beaucoup d'endroits. Et c'est quelque chose auquel je suis assez régulièrement sujet. C'est l'intériorisation et le corps, la somatisation. Et je pense que ça va être vraiment, c'est difficile et ça c'est inconscient, on ne peut pas vraiment lutter contre. En revanche, ce qui s'est passé rapidement, c'est tout simplement les gens, hein, et là c'est encore une fois l'importance de prendre le temps d'habiter quelque part et d'habiter vraiment, c'est-à-dire parler, écouter, prendre le temps de comprendre, un peu ce que disait Arundhati Roy, ne pas simplifier ce qui est complexe, et du coup prendre le temps. Et puis il y a eu cette illumination pour moi qui continue à beaucoup me guider de la rencontre d'Arundhati Roy, une femme dont j'avais lu le premier roman, Le Dieu des petits riens, mais dont je ne connaissais pas tant finalement le combat, et qui m'a montré qu'on pouvait être à la fois très lucide et combatif vis-à-vis de la situation d'un pays, sans pour autant devenir haineux. C'est-à-dire sans forcément rejeter tout en bloc. Et que finalement, Arundhati, elle a une manière très, très belle d'aimer. Et elle appelle même ça la position de l'amour, comme peut y avoir des positions de guerre. Elle, l'amour est quasiment une position, c'est un plaidoyer, c'est une démonstration forte que, malgré tout, on peut conserver cette capacité-là. Et je dois dire que j'ai essayé de suivre cette voie qu'elle me désignait. Et lorsque j'ai quitté l'Inde, je pense que j'ai été plus malheureux que jamais. Et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas regagné ma joie. Je reste encore assez malheureux et triste, hein, et surtout quand on voit ce qui se passe en France, où finalement la politique nous entraîne vers les extrémités qu'on a vues dans certains pays, en tout cas que moi j'ai vu en Inde, c'est-à-dire une extrême droite qui vous sépare de toute capacité d'être humain, et j'ai du mal à me sentir vraiment heureux. Et je pense qu'en Inde, j'ai laissé quelque chose. Alors je voulais qu'on fasse encore une lecture pour montrer l'émerveillement. C'était la page 170. Un très beau passage, il y en a plein, mais il fallait choisir. Premier émerveillement de cette nouvelle vie, les arbres. Dès son arrivée, alors que nous venions de nous retrouver avec Prem à la sortie de l'aéroport de Delhi, Irina s'exclamait « Cette ville est une forêt. Une forêt d'arbres majestueux, aux feuilles recouvertes d'une fine couche de poussière. À l'opposé de Pékin, où l'emplacement de chaque arbre a été savamment pensé, Delhi est une ville sauvage, où les constructions humaines sont partout concurrencées par la force de la nature. Les pierres, les fleurs, les insectes, les animaux bien sûr. Les arbres sont partout.
blessés, forts, naissants, mourants. Dans leurs branches courent des singes sans... Cette allusion-là, mais c'est aussi, je pense, une réflexion sur ce qui pousse un homme à échapper à un destin tracé d'avance. C'est-à-dire que vous revenez souvent sur cette notion, vous disiez tout à l'heure, ce fait de se réinventer, puis surtout vous, ça vous a permis de ne pas vous cantonner à ce que vous appelez, avec un peu d'ironie, d'auto-ironie, le garçon bien élevé que vous étiez. Ça vous a libéré de ça, un peu à la façon dont finalement vous avez une histoire familiale qui est différente, et ça a été aussi une façon de se libérer de sa famille, de cet héritage qui vous emprisonne. Oui, c'est là qu'avec Alexandre, et c'est pas non plus un hasard absolu qu'on est amis depuis une quinzaine d'années, c'est qu'en effet, l'écriture, c'est une bonne manière nous avons trouvé, tout en restant ce qu'on est. On est sérieux, on travaille bien, on est poli, on fait pas pipi par terre, enfin quoique, ça dépend des jours. Non, s'il vous plaît, Mais tout ça pour dire qu'on est bien élevé, malgré tout, et l'écriture nous permet de nous ensauvager, en fait. Elle nous permet de nous libérer un petit peu de ce carcan de bonne manière qui sans ça, nous ferait de nous peut-être des gens beaucoup plus heureux, beaucoup plus sereins, mais peut-être un peu moins vivants. Alors, une dernière chose qui m'a frappée, c'est que bien que vous avouez vous-même, vous ne reniez pas du tout, vous venez d'un milieu privilégié, la façon d'ailleurs dont vous aviez habité la Chine et l'Inde a été celle d'un privilégié, vous êtes diplomate, et pourtant, ce qui transparaît dans vos livres, c'est la confiance instinctive que vous avez pour tous les laissés pour compte. Pour ceux qui sont différents, vous parliez tout à l'heure, vous Alexandre, de votre combat, les enfants et les usines, mais aussi toute la communauté LGBT. Chez vous Nicolas, tout le monde a entendu parler des castes et des inégalités absolument terribles, mais il y a vraiment ça dans votre livre, c'est pas seulement l'indignation, c'est la tendresse, la compassion et la capacité à entrer profondément en contact avec toutes les personnes qui sont a priori des personnes exclues de la société. Et là, on est quand même très loin du garçon bien élevé. Écoutez, oui, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est important. Et je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui m'a fait un bien fou, et rien que d'y repenser, J'ai écrit un livre avec l'écrivain haïtien Mackenzie Orsel. Et Mackenzie était très proche de sa mère, qu'il a élevée toute seule, dans le quartier le plus pauvre, de la ville la plus pauvre, du pays le plus pauvre du monde. Et elle savait, parce que Mackenzie lui parlait de moi de temps en temps et de son livre, elle savait qui j'étais un petit peu, il lui parlait. Puis à la fin, sur son lit de mort, il est allé la voir à Port-au-Prince et elle lui dit « Montre-moi une photo de ce Nicolas ». Et il tend son téléphone avec une photo de nous deux, et elle regarde la photo, et Mackenzie me raconte ça, et elle me dit « Ah, ça c'est mon fiston ». Et donc, brusquement, dans les yeux de cette haïtienne qui n'a jamais voyagé en dehors de Port-au-Prince, j'étais devenu son fiston. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas quelque chose qui je trouve absolument extraordinaire, où on est accepté, parce que c'est facile, quand on a une position, encore une fois, dominante. Je ne suis pas sûr d'être privilégié par rapport à plein de Français, mais je sais qu'on est privilégié sur beaucoup de niveaux, en tant que Français, en tant qu'homme, en tant que blanc, etc. Mais que cette position dominante cesse d'être dominante pour ceux qui ont été longtemps dominés, notamment cette femme à Haïti, ça je trouve que c'est absolument... on devrait tous essayer de tendre vers ça. De ne plus faire peur, de ne plus inquiéter, de ne plus être vécu comme des menaces, comme des pouvoirs, on parlait avant de Nati, mais d'être vu tout simplement comme, c'est un peu naïf de le dire, mais faisant partie de la même commune humanité. C'est simple en fait, et c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai, on fait partie de la même commune humanité, mais tout est fait pour nous séparer. J'aimerais qu'on finisse par une lecture, page 83. Vous l'aviez ou pas? Ah non, c'était sur... c'est ça que j'ai dit.
en tout cas, le livre dont vient de parler Nicolas Hidé, comme il est modeste, il n'est pas le titre, c'est Une boîte de nuit à Calcutta, qui est écrit avec Mackenzie Snell, et qui est disponible chez notre libraire Telegram. Vous pourrez les voir en dédicace tout à l'heure. Bon, apparemment, je me suis un peu plantée. Ah, c'est ce que tu as dit. Bon, en tout cas, dans la tanière du tigre, c'est vraiment une plongée qui est à la fois politique, avec tout le combat. Là, j'ai découvert vraiment ce qui se passait, les violences par Moody notamment, depuis cette époque-là. C'est une plongée dans l'intime, vous le disiez, vous n'êtes pas quelqu'un qui regarde ça comme un sociologue ou un journaliste de l'extérieur, vous êtes dans la chair intime de ce qui se passe. C'est vraiment un témoignage précieux et puis aussi un témoignage sur la façon dont ça vous a transformé. Alexandre, ça les a vu. Voilà. J'ai trouvé un mot pour définir Nicolas Hidé, notamment à travers ses romans. Plus qu'écrivain voyageur, en fait, tu portes une voix, là, tu as porté dans la tanière du tigre de voix, en fait, c'est aussi de multiples voix à travers la team. Ouais, porteur de voix, voilà. Porteur de voix. Plus besoin de micro. Ça tombe bien, c'est Alexandre qui va l'avoir maintenant. Voilà. Donc, Alexandre, vous venez de publier votre 4e roman, donc Cold Case, avec un jeu de mots dans le titre, puisque un cold case, vous savez, si vous regardez des séries américaines, c'est tous ces meurtres, crimes oubliés qu'on a laissés dormir dans des tiroirs et qu'on ressort avec les armes plus contemporaines qui permettent de les élucider. Et effectivement, il va s'agir d'une enquête sur un cold case. Mais dans Cold Case, même si on ne parle pas bien anglais, on entend bien qu'il y a cold. Et c'est un roman assez classé et je dirais même totalement livré, à vrai dire, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un oncle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui légèrement interné en psychiatrie. En fait, comme ce qui m'intéresse, en fait, c'est dans tous mes romans, c'est un peu comme Nicolas aussi, c'est la marge, en fait. Bon, la marge du monde, puisque là, mais aussi les marginaux, les oubliés, les laissés pour compte, et les fous notamment, ceux dont il ne faut pas parler. Alors moi, je suis bien placé pour en parler justement parce que mes parents étaient psy et mon frère était, on va dire, défaillant mentalement. Ils ont longtemps caché cette défaillance qui a fini par exploser. En fait. Et là, encore une fois, je me retrouve avec une. Mais ce roman démarre avec une phrase. J'ai un oncle congelé, et je lui dis, et si mon père, c'est ma compagne m'a dit ça, et elle me dit, si mon père est fou, et maintenant interné en HP à Busan, qui est la deuxième ville au sud de la Corée du Sud, c'est parce qu'il a vu son frère mourir il y a 50 ans au Canada. Du coup, je voulais rendre hommage à cet oncle mort oublié, parce qu'il ne fallait absolument pas en parler, il était tabou, mais aussi à son père, qui était relégué au fin fond de la mémoire familiale. Parce que même s'il était toujours vivant quand on s'est rencontrés, elle me disait qu'elle était au temple, pas dans un hôpital psychiatrique. J'ai mis très longtemps à comprendre que le temple, c'était ce que mon père est au temple, c'est ce que lui disait sa mère quand elle était enfant. Mon père est au temple. Non, il n'est pas au temple, il était en hôpital psychiatrique. Et donc c'était une volonté avant tout, alors si, de contester sa mémoire, parce que je sentais en tant que chaman landais et sorcier landais qu'il y avait quelque chose derrière ce déraillement, derrière le déraillement mental de son père, en fait, qu'on pouvait expliquer peut-être avant même la mort de son père, en fait. Et deuxièmement, c'était aussi, je voulais donner corps à ce jeune oncle qui est mort à 20 ans, en fait, 21 ans. Essayer de trouver des articles, essayer de recomposer son corps à travers une mémoire qui était entourée de brouillard, en fait, et que j'essayais d'éclaircir. Alors, si vous voulez, on va lire les premières pages du livre qui vont vous expliquer cette histoire d'oncle congelé.
Tu avais roulé une cigarette, l'avais mise à la bouche sans l'allumer, puis tu avais dit, nonchalante, les yeux plongés dans ton café, alors que chacun mâchait ses pensées pâteuses et matinales au bar Télégraphe, tu avais dit, comme un cheval sur la soupe, j'ai un oncle congelé. J'avais sursauté, soulevant la tête. Quoi? Tu veux dire un ongle? Un ongle, cela paraissait plus logique. J'avais cherché sur tes doigts, en vain, des traces d'engelure. Tu m'avais regardé comme on regarde un éléphant englué dans un tue-mouche. Tu avais répété, j'ai un oncle congelé. Le sol de mon discernement avait vacillé. Mon cerveau s'était noué. Comment peut-on avoir un oncle congelé? J'avais grimacé d'incompréhension ou d'incompétence. Tu avais expliqué, j'ai un oncle congelé. Il est décédé à Toronto vers 1970. On l'a retrouvé freezé une nuit. Il s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Tu avais ajouté avec un air détaché en anglais. If my father is sick in his mind, it's because his brother died frozen. Mot frozen, amarré à l'oreille, tel le son d'un gong, tentant de digérer cette information abracadabrante. J'étais restée quoi? Sidérée, un peu glacée sans doute, en même temps percutée par un raz-de-marée de questions. La première. Pourquoi cette révélation si tardive? Pourquoi cette subite confession après 7 ans de vie commune? Je m'étais efforcée ensuite de reconstruire mentalement l'image de ton oncle congelé, de recoller les morceaux de ton récit, ton aveu, avec un peu de scotch et de fiction. Merci. Alors, votre compagne Alexandre, dans un premier temps, évidemment, cet aveu suscite votre curiosité. Là, le limier qui dort en vous se réveille, hop, c'est l'enquête. Mais elle va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle n'est pas très ravie de votre intrusion dans son histoire familiale, qui avait toujours été justement bien cachée. C'est en effet une enquête entravée. En fait, à partir du moment où elle me dit cette phrase qui est hallucinante, je me mets en mode détective. Un écrivain peut-être aussi un détective, on peut se croire détective, et du coup je vais essayer d'interroger, d'en savoir plus sur cet oncle, comment il est mort. Donc il est mort en fuyant l'hôpital psychiatrique. Pourquoi il était à l'hôpital psychiatrique? Parce qu'il criait devant une maison. Pourquoi il criait devant cette maison? C'était pour essayer de récupérer de l'argent qu'on avait volé à sa famille, etc. etc. Donc je vais essayer d'en savoir plus sur l'oncle, et plus je pose des questions sur l'oncle, plus rien ne surgit. Rien ne surgit sur l'oncle, et tout ce qui apparaît, c'est la mémoire, en fait. La mémoire est glacée, et dans cette glace, il y a cet oncle dont il ne faut absolument pas parler, mais à force de discussion, de dialogue, là j'exagère un peu dans le livre en disant que je l'interroge comme un flic avec le verbe comme taser. Ça c'était la provoque, mais en fait, oui, les entretiens pouvaient se passer mal, mais à chaque fois, on a fait peut-être 25 entretiens pour savoir qu'est-ce que cachait cet oncle congelé en fait. Quel était, et ce qui apparaissait, c'était l'histoire de sa famille, une sœur qui est morte, suicidée à 21 ans en 1965, un grand-père qui est parti en 1938 voir le monde en Chine du Nord, mais en 1938 en Chine du Nord, et Nicolas le sait, c'est le Manchukuo. Le Manchukuo, c'est les Japonais qui ont envahi la Chine sans le dire. Ils ont créé un État fantoche, et dans cet État fantoche, c'est un laboratoire d'expérimentation de l'esclavagisme d'une population. Donc, ce qui apparaît, c'est le grand-père, la tante, et aussi l'histoire de son père, comment il est devenu fou, pourquoi il est devenu fou, où il est maintenant, en fait, mais rien vraiment sur l'oncle. Rien sur l'oncle. Et du coup, ce que je vais, à tel point que, en fait, effectivement, ça a créé des frictions avec sa famille, et je me suis mis en tête d'aller voir si à Toronto il n'y avait pas des articles sur un Coréen mort congelé dans les années 70.
Et quand j'ai fait cette enquête, je n'avais pas la date, je n'avais pas non plus le bon mot-clé. C'est une enquête que j'ai fait dans la base de données des archives de la Bibliothèque publique de Toronto en balayant tous les journaux entre 1965 et 1975, au risque moi-même de Je ne sais devenir... pas si vous réalisez un peu l'énormité de ce qu'il est en train de dire, parce que c'est faire un travail de documentariste qui devrait prendre plusieurs années et que vous avez fait en quelques mois. J'étais confiné, donc ça va, j'étais en Chine, j'étais confiné. Ça a été. Et en fait, j'ai passé 4 mois à faire des recherches, mais à essayer d'avoir le bon mot-clé, parce que coréen congelé, en fait, on avait à peu près 15 000 résultats. Et ça m'a mené aussi vers le poisson. Quand je faisais Kim congelé, parce qu'il s'appelait Kim, Kim congelé, on m'a mené vers le pressing Kim, ou alors parce que le moteur de recherche n'était pas assez performant jusqu'au jour où je trouve enfin, au bout de 4 mois, le bon mot-clé. Et ça m'amène à découvrir 6 articles qui vont redessiner la mort de cet oncle. Et une sorte de vérité journalistique de la réalité de cette mort qui l'a frappé lui à 21 ans, un an après son arrivée à Toronto, et du coup ça va vraiment créer un déclic dans la famille. Et du coup après c'est Kim, ma compagne, qui va reprendre l'enquête, et aussi avec l'autorisation de sa mère. C'est ça. Et là vous allez quand même, au cours de cette enquête, vous allez quand même découvrir le père, à Busan, lui-même interné dans un club. À visiter son père. À visiter son père. Et là, vous avez quand même une sorte de déclic. Et vous êtes abasourdi par la vision de cet homme et des conditions dans lesquelles il est interné en psychiatrie. Et là, je vais juste lire un petit passage. Hanté par cette vision, ton père en uniforme jaune, je décide, de retour en France, d'aucun droit, bille en tête, de décongeler ton oncle, de désosser la légende, de déconstruire cette femme, d'autopsier le naufrage. Voilà, je trouve que ça parle tellement bien de votre écriture, qui est à la fois hilarante, hein, parce qu'on rit. Alors là, on est sérieux et on parle de choses qui sont terribles, hein, mais je peux vous assurer qu'on rit énormément en lisant Alexandre Larive. Oui, parce qu'il y a deux choses en fait. Après, ce qu'on fait à travers, effectivement, ce que j'ai voulu faire à travers Colquet, sans être historien et sans me prétendre historien, c'est aussi d'effleurer l'histoire de la Corée. Et les us et coutumes de la Corée du Sud, par exemple, un des passages drôles, c'est quand on découvre que sa mère, et c'est aussi l'histoire de la violence faite aux femmes en fait en Corée du Sud, puisque c'est une société patriarcale, confucianiste, et qui relègue les femmes au fourneau, et par exemple, ou alors qui ne leur donne pas la liberté de choisir même leur propre conjoint. Et par exemple, il y a un passage où la mère de ma compagne essaie de la marier avec un directeur de ferme d'autruche, une ferme d'autruche, parce que les autruches... D'où les autruches. D'où les autruches, ouais. Et du coup, elle essaie de la marier à un autre à un autre que moi. Oui, mais directeur de ferme d'autruche, elle a aussi, sa mère a voulu la marier avec le fils d'un directeur d'une université qui lui promettait, si elle se mariait avec son fils, donc c'est le président de l'université, lui promettait un doctorat. Elle pouvait même choisir sa discipline. Donc, en fait, et ces passages drôles, j'ai voulu alterner le chaud et le froid, c'est-à-dire le drôle et le... Bon, et après, l'autre question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de nos fous. Mais après, moi, c'est Wonderland, j'avais déjà posé ces questions. Qu'est-ce que mes parents qui étaient psy, pourquoi ils n'ont pas mis mon frère en institution? Pourquoi ils l'ont pas mis, je ne sais pas, par Cadillac, mais pourquoi ils... Donc, c'était aussi la question qui hante mon écriture, en fait. Je ne sais pas où est le passage. Si, c'est là. Donc, un jour, ta mère a voulu te caser avec un jeune manager d'une ferme d'autruche. Son père avait bâti sa fortune sur le dos de ses bêtes, prisées pour leur cuire en Corée.
Le fils venait de reprendre l'affaire, bottes, étui, portefeuille, cravate, ceinture, porte-carte, siège d'avion ou de voiture de marque. La peau de ces oiseaux inondait le marché du luxe et de la mode, remplissait leur compte en banque. En tennis argenté, pantalon cuir blanc, évincelle noire Balenciaga, mollet tatoué, gueule de pintade, âme battée, le fils fanfaronné. Seul fier d'être à l'origine de la diversification des activités de papa-maman, il expliqué qu'il avait récemment eu l'idée de broyer le bec de la bête pour en faire de la poudre aphrodisiaque, en le mixant avec du ginseng. Il avait aussi eu pour idée de destiner les os à la mastication des caniches et de réserver les viscères à leur hygiène dentaire. Suçant une sucette à l'autruche, il te vendait un dentifrice révolutionnaire en choix. Seulement 2% de l'autruche est inexploitable. Même sa graisse, on peut en faire de l'huile, du beurre ou des crèmes hydratantes. Les plumes, on les utilise pour faire des couettes, des éventails, des bois ou des chasse-mouches. En fait, c'est aussi ça, être un écrivain, c'est par cette histoire d'autruche. J'ai enquêté deux ou trois jours sur l'essor du business d'autruche en Corée du Sud. En fait, et pourquoi l'autruche était, alors même si on n'a fait que 3 paragraphes, mais c'est aussi, on a beaucoup de brouillons morts, en fait, de feuilles mortes, non? Mais est-ce que tu fais l'autruche? Non, moi je peux dire pourquoi je considère que Cold Case est un roman très réussi. Parce qu'en effet, Alexandre a une écriture, parce qu'il a un esprit qui cache la gravité derrière une apparente drôlerie. Mais sans jamais, et parfois ça peut donner une impression un peu comme un clown triste, et c'est jamais outrancier. La ligne est très tenue, c'est-à-dire que le drôle ne défavorise pas la gravité du propos. Et toutes ces petites choses par petites touches où tu fais le portrait en effet de Kim, de sa famille, d'un pays, de l'institution psychiatrique, en fait elles sont traversées d'une forme de légèreté grâce à l'humour, mais en revanche, tout en prenant vraiment, on sent qu'il y a de l'empathie. C'est très empathique. Et je trouve ça vraiment très réussi. Pour moi, Cold Case est un très très beau livre qui n'aurait pas dû sortir en mars. Nicolas, je te soupçonne d'avoir lu mes notes, parce que tu viens juste de me griller ma conclusion. Merci, merci. Je te revois ça. Mais il me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que, par exemple, en Hollande, alors c'est vrai qu'il y a des mots qui résonnent dans les romans et qu'on retrouve aussi dans les tiens aussi. Faire l'autruche, quand tu disais, tu as fait un mot, mais dans mon avant, j'avais vraiment écrit que faire l'autruche est un sport familial. Mes parents aussi ont longtemps fait, les autruches, mon père a fait l'autruche par rapport à un fils qui délirait en fait. Et du coup, je connais très bien, dans mon ADN, il y a du sang de l'autruche. Alors, il y avait un passage, et or, lors d'une soirée bien arrosée, qui part un peu en sucette, qui part un peu en vrille, tout le monde a un peu trop bu, en sucette d'autruche bien sûr, votre compagne se met à hurler, à entrer dans une sorte de transe, et à hurler d'une façon tellement poignante que vous saisissez d'un seul coup à quel point il y a de la souffrance enfouie en elle, et vous avez cette phrase qui est à la fois magnifique et terrible, vous dites « Je comprends qu'elle habite une douleur ». Ouais, c'est René Char en fait. C'est Tu habites une douleur, c'est un poème de René Char. En fait. Zut, il fallait pas le dire. Ah mince, il fallait pas le dire. Et du coup, elle habite une douleur. Ouais. C'est comment habiter, c'est aussi l'histoire de ce roman, c'est comment habiter une douleur et tout le temps survivant à cette douleur. En fait. Comment survivre à cette douleur, qui est la perte lente de son père, parce qu'il décline mentalement pendant 20 à 30 ans en fait. Donc comment survivre à ça, comment faire avec ça je sais plus ce que je voulais dire du tout, mais je voulais enchaîner sur... Sur les scènes du chamanisme. Ah non, sur le murmure, parce qu'en fait, le murmure, les souvenirs sont effacés et ressurgissent au fil du roman que j'écris en fait. Et un jour, elle me fait cette révélation qu'elle murmure, que quand elle était jeune, elle murmurait à tel point qu'on a essayé de la désenvoûter en
voyant sans doute voir une chamane en fait, et elle murmurait pendant très longtemps, 3-4 ans, elle murmurait, seul son père pouvait l'entendre. Son père commençait à délirer. Oui, moi c'est plus tard, parce qu'elle chuchotait, mais et après, c'est quand elle me raconte ça il y a un an, mais je reconnecte à effectivement un cri qu'elle a poussé dans la nuit à Odéon, arrêtant la circulation à 2 h du matin, et à tel point qu'on croit que c'est après moi qu'elle en a, que je me fais arrêter. Bon bref, mais du coup, ce cri, je le connecte à ce murmure, et ce cri, peut-être qu'il vient de loin, peut-être que c'était le cri de son oncle, peut-être que c'est le cri que son oncle a poussé voilà, avant de mourir, c'est le lien que je faisais. Alors, je voulais encore qu'on lise un passage qui est quand même assez ahurissant. On a parlé de la Chine, on a parlé de l'Inde, et là il y a un passage qui était quand même assez incroyable sur la vague d'internement en Corée. Donc c'est page 45-46. La vague d'internement incroyable qui a eu lieu en un an ou deux. D'un seul coup, tout le monde est fou en Corée. Ton père a fait partie d'une vague, la première déferlante de Coréens internés massivement. De 1985 à 1995, les HP sud-coréens ont vu leur capacité croître de 4 156 lits à 22 786 lits. Une amplification qui allait de pair avec la modernisation et l'industrialisation du pays. À l'instar des suicides, les internements ont accompagné la croissance économique, la marche forcée. Pas de boom sans casse, pas de pression sans implosion, pas de progrès sans sacrifier, pas de fumée sans fou. Le dragon asiatique drogué, dopé au PIB, addict à ce dogme, accroché à ce mirage. 15 900 suicides en moyenne par an, 340% d'internés en plus cette dernière décennie, 2010-2020. On peut parler de tsunami, d'âge noir, d'un océan de fous au pays du mal-être. Oui, parce qu'en fait, ça c'est mon côté gauchiste. Du coup, c'est en fait au sortir de la guerre en 1945 et au sortir de la colonisation japonaise qui a duré à peu près 40 ans, entre 1905 et 1945, la Corée du Sud va se multiplier des dictateurs, mais des dictateurs d'un type particulier, puisqu'ils sont sous la houlette des États-Unis, ils vont développer un libéralisme forcené à tel point que la population a pu travailler 70 heures par semaine en fait. Et le père, quand il revient, alors qu'il aurait dû, il revient en catastrophe du Canada, il intègre une usine pétrochimique et il travaille. Donc la question aussi que je me posais là à travers aussi l'émergence de la folie chez le père de Min Kyung, c'est dans quelle mesure une société coréenne qui est poussée à la productivité et à l'efficience et à l'efficacité a pu générer aussi, a pu élargir une faille qui était peut-être déjà en lui, mais dans quelle mesure ce régime qui est fou furieux en termes de travail, parce qu'on ne parle pas de 35 heures là-bas, on parle de 70 heures de travail. D'ailleurs, le nouveau président voulait rétablir les 70 heures de travail par semaine. C'était une question. Moi, j'avais une question pour Nicolas Hédier. Alors, Nicolas Hédier, je me suis amusé à taper Nicolas Hédier sur ChatGPT pour demander à ChatGPT ce qu'il avait écrit. Et ChatGPT dit toujours la vérité. Et en fait, là, Nicolas Hédier a écrit plusieurs ouvrages couvrant divergents littéraires. Son premier ouvrage, Khomeini, Sade et moi, écrit en 2017. Tu peux nous en parler? Khomeini, Sade et moi. Khomeini, Sade et moi. Oui, oui. Bah, c'est évidemment... Oui, c'est un ouvrage que j'ai voulu réconcilier en fait la Révolution française et cette grande quête de liberté avec Khomeini. Je ne comprends pas du tout la question. Ce que veut dire Alexandre, c'est que Cold Case a été écrit par ChatGPT. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, non, je ne sais pas pourquoi je voulais te poser cette question, mais c'est pas grave. C'était juste pour parler de ton prochain roman, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain roman? C'était juste, je voulais introduire de manière assez bizarre ton prochain roman. Merci de me poser toutes mes questions, les gars. Nicolas, c'est un roman à la rentrée qui est aussi excessivement drôle et grave.
on va peut-être vous laisser poser vos questions. Enfin, on ne peut pas Et moi, je prendre voulais faire pour vous poser vos questions. faire du mansplaining. Déjà, t'as fait ma conclusion, là. Tous les mots y étaient. Là, tu peux Ah oui, non. la légèreté, la gravité, tout. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est tout. Toi, à l'école, je suis sûre que tu copiais sur ton voisin. Oui. J'ai été déscolarisé très jeune, hein, suite à mon premier assassinat. Ouais, voilà. Tout était là. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, il a fait la conclusion. Donc, pour ne pas embêter le public, je propose que vous fassiez la conclusion. Mais non, le prochain roman. Le prochain roman. Oui, alors je sors un roman qui va s'appeler Matignon la nuit. Alors évidemment, j'avais pas prévu ce qui se passerait probablement en 2 semaines et demie. Mais Matignon la nuit est l'histoire d'un discours impossible à écrire sur la crise migratoire. Et finalement, je pose une question simple, mais qui est aussi celle posée par nos livres. C'est que peuvent les mots face au réel? Est-ce qu'on peut soigner le réel avec des mots? Est-ce qu'on peut changer le réel avec des mots? En gros, à quoi ça sert d'écrire? Vaste question. Alors en tout cas, c'est vraiment 2 livres formidables, un témoignage sur l'Inde très précieux avec une écriture vraiment sensuelle. On va du politique au philosophique à l'intime. C'est vraiment un très beau roman. Cold Case, un style décalé loufoque, et puis, comme l'a dit Nicolas, une légèreté qui ne masque jamais la douleur. Et ça, c'est un grand talent d'arriver à parler de choses graves avec cette dérision, cette légèreté, cette loufoquerie aussi qui fait le charme de votre écriture. Alors, je voulais finir par une petite citation de Proust. Il faut bien être l'ère de sa science, puisqu'on était sur les écrivains voyageurs, et en vous lisant, vraiment cette phrase m'est revenue, il dit « Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard ». Et vraiment, je trouve que vos 2 livres obéissent à cette injonction. On va les retrouver en dédicace chez Calligramme. On va faire un petit break en musique avec Christophe Génie et ensuite on accueillera Emmanuel Bayamaktam. Merci.